D'abord, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question en fait, qui concerne plus particulièrement le secteur des arts de la scène et en particulier les coproductions. Alors, même s'il existe bien sûr un dialogue plus évident en fait à Bruxelles entre les institutions francophones et néerlandophones du fait du bilinguisme, du cosmopolitisme, vraiment de l'action de la part d'institutions dont fait partie le Kunstenpunt, le RABBKO, etc., etc. Néanmoins, je me demandais si vous réfléchissiez en fait sur des dispositifs qui pourraient être mis en place pour favoriser en fait les coproductions euh, croisées entre les communautés francophones et néerlandophones. Alors même s'il y a il y a un exemple récent. Voilà, il y a un accord qui vient d'être passé à la fois de présentation d'artistes et de coproduction entre le PBA à Charleroi et le The Single. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, ce d'autant qu'à l'international, beaucoup de partenaires en fait s'effondrent du fait des nouvelles orientations de politique générale, de culture en fait dans leur pays, et cela en dépit bien sûr des réseaux européens qui sont soutenus par Creative Europe. Voilà. Est-ce que c'est est-ce que c'est une question? Pardon, c'est un peu loin. Pas de souci. Euh, Waar beginnen we? Peut-être c'est donc je dois dire que nous sommes comme centre d'expertise un peu dans une position neutre. Donc on ne dit pas au ministre de Culture, par exemple, faites une nouvelle ligne de subsides, par exemple. Ça, on ne fait pas ça, de conseils très techniques sur le plan du politique. On ne fait pas ça, en fait. Mais stimuler la coopération entre les deux communautés, bon, c'est une bonne chose. Surtout parce que moi, j'ai recherché un peu les relations internationales des arts de la scène de la Flandre. Et j'ai vu que les connexions entre les deux communautés ne sont pas beaucoup. Donc il y a plus de connexions avec la France ou les Pays-Bas, mais surtout avec la France qu'avec l'autre part de la Belgique. Donc toutes les stimulations pour ça peut être, peut être bon, mais en fait il faut savoir que par exemple les relations avec la France ou les relations avec l'Allemagne, ce n'est pas exactement que le gouvernement flamand a des stratégies spécifiques qui aident ça. Ce sont surtout les connexions dans les réseaux internationaux qui fait stimuler les interactions internationales, en fait. Plus que peut-être le niveau politique peut stimuler ça, mais surtout c'est à cause des connexions entre des professionnels eux-mêmes, en fait. Oui, bon, bien sûr, il y a eu l'accord euh, entre les deux communautés et là, il y a eu le choix de faire un appel de projet. Ce qui est un autre plan oui, le plan culture, qui a été un autre choix que de stimuler certaines coproductions, ce qui est un autre modèle de collaboration, en fait. Oui. Voilà. Oui, je m'excuse. Oh, oh, on m'entend. Ah oui, je m'exprime en français, hein, voilà. Je travaille ici au ministère de la Culture en musique, voilà. Et donc pour des enjeux qui dépassent les communautés, hein, vous voyez venir tout ce qui est de l'ordre fédéral, international. Est-ce que vous menez déjà avec des partenaires de la communauté française des actions de concertation? Je pense par exemple aux enjeux du streaming, notamment à ça. Et voilà, est-ce que vous faites des rencontres? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait avec vous que les rencontres sont possibles? Alors je sais qu'il y a l'Observatoire aussi qui travaille là-dessus.
mais les acteurs de terrain nous interpellent beaucoup aussi sur la découvrabilité. Alors après, on a la découvrabilité des communautés, etc., mais aussi tous les enjeux de régulation, enfin d'éditorialisation, etc. Bon, d'un côté, il y a une collaboration entre Kunstpunt et voilà, mais c'est surtout au niveau de la promotion internationale de la musique. Et dans notre cas, c'est aussi axé sur la musique classique. Et il y a d'autres acteurs qui, en effet, j'étais sur certaines de ces questions liées à la digitalisation de la musique, mais qui s'organisent en fait plutôt en tant que porte-parole de leurs membres, comme les sociétés des droits d'auteur, par exemple. Oui. Et là, oui, on est en contact, mais de l'autre côté, notre position est tout à fait autre. Oui, aussi bien savoir que pour le streaming, en fait, c'est pas un très grand, en fait, c'est un enjeu, mais pas un très grand enjeu du secteur de musique classique. Donc, nous travaillons pour le secteur de musique classique. Vibe travaille pour l'autre. Non, ils sont une partenaire, ils sont vraisemblables de nous, mais donc aussi, mais en fait, pour toutes les questions de collaboration, vous pouvez bien sûr nous contacter et on va voir si c'est quelque chose qui est dans notre plan stratégique ou on peut aussi diriger aux autres acteurs, autres intermédiaires, autres chercheurs. Nous avons un grand réseau en fait, donc on peut aussi aider sur ce plan. Oui, en plus, il existe un muziek-overleg qui a son support chez Vibe, mais où nous sommes aussi partenaires qui nous donnent aussi un contact avec ce qui est vivant dans le secteur. Mais en effet, oui, nous ne sommes pas là le meneur, on n'est pas à l'initiative là. Again, back to the institutional setup of Belgium, to what extent was this mentioned in your interviews, in your 30-plus interviews? Did anyone mention the Flemish government and how that relates to them and how it aids or constrains their work, etc.? And yeah. I'm thinking, for example, I've had relations with Kunstpunt, but like in some, obviously, I'm an English speaker. I speak to Kunstpunt in English, and so I hear different people with different points of view. So, for example, I remember that I was on one call with a visual artist who lives in Antwerp, but he's from Wallonia. Things like this, I'm thinking about. Well, I think one interesting example of how this lasagna of policy levels in Belgium was brought into the discussion is in the musical sector, for example, in which there is certain actors demand a kind of a single point of entry for all kinds of support that are available in Belgium as such. But of course, that is, in a sense, that's also an institutional fiction, because I forgot the exact number, but you have different higher government levels, and next to the hundreds of local policy, local governments, etc. So joining all these different policies with all their different criteria into one place is a very daunting thing to do. But for example, that was one of the instances in which that complex construction came into, was kind of criticized. On the other hand, you can see that I think
for one part, a lot of artists are not very much aware of the exact. I mean, that's why they come to us to explain well, you can apply there and there, but not there, or only if you have that. So we explain it to them. So a lot of people are not exactly very much aware of how the institutional thing is actually constructed. So that's also one thing. And then there are people who are also kind of positive towards the existence of these multiple policy levels. Not in the least the artistic actors living here in Brussels, of course, because you can relate in your own work, you relate yourself to different networks, different ecosystems of the arts. And that also comes with the possibility for support from different governments. So in a sense, that's a positive side of that constitutional lasagna we're talking about. So. Merci encore pour votre présentation. Peut-être deux toutes petites questions sur des points relativement précis. La première concernant la représentation du secteur culturel. Donc vous mentionniez qu'il y avait 35 organisations et qu'il n'y avait pas vraiment de représentation plus large au niveau du secteur culturel. C'est quelque chose que l'on voit de manière très, très prononcée aussi du côté francophone. Et c'est parfois une grande difficulté pour les gouvernements. Parce qu'au lieu d'avoir un interlocuteur, ils en ont 35, ou du côté francophone. Si on va au-delà des arts, mais toute la culture, on a plus de 60, je pense. Donc c'est parfois compliqué à gérer dans les processus de politique publique et de concertation, de participation. Mais vous évoquiez cette absence d'un interlocuteur, d'une représentation, sauf lors d'occasions particulières. Est-ce que c'est quelque chose qui, lors de votre processus, était pointé par les acteurs du secteur culturel? Est-ce qu'eux faisaient cette remarque ou bien c'est votre analyse? Et qu'en pensaient-ils? Est-ce qu'ils voyaient ça comme un manque ou bien ils préfèrent rester à 35 et ne veulent surtout pas être mis tous ensemble? On va voir quel était un peu leur point de vue que vous avez reçu sur cet aspect-là. Et le deuxième, c'est concernant apparemment le nouveau mode de contrat-programme Management Agreement, qui s'étalerait sur 10 ans. Je trouve ça très intéressant, surtout à une époque où on parle de simplification administrative et où on essaye d'éviter les surcharges bureaucratiques administratives. Mais ce système, je me demandais également d'où venait-il, d'où vient cette idée? Est-ce que c'est une idée qui vient du politique ou bien est-ce que ça venait d'une demande et d'une revendication du secteur? Et que pense le secteur de ce type de durée? Et sait-on déjà quels sont les éléments supplémentaires qu'il y aurait dans ce type de contrat de 10 ans? Voilà. Merci. Ça va. Donc, concernant votre première question, donc nous avons fait cette analyse. Donc, c'est nous qui disons ça. Mais on fait cette analyse parce qu'on a vu pendant la crise Covid ou pendant à 2019, quand le ministre Jambon était nouveau et il annonce des subsidy cuts. Oui. En fait, ça c'était aussi une instance où tout le secteur artistique était unifié. Donc, on a vu des instances où c'est possible de parler avec une voix vers le niveau politique. Ça ne veut pas dire exactement qu'il y a une organisation, mais il y a des moments, par exemple pendant la crise Covid, il y a des consultations régulièrement entre le ministre et son cabinet et le secteur d'art et les représentants des 35 organisations, par exemple. Donc ça peut être aussi un endroit, pas exactement une organisation. Et je pense que les différentes organisations aussi existent parce que pour eux, c'est normal d'exister. Ils agissent sur des défis qui sont dans plusieurs aspects très spécifiques pour les gens qui le représentent. Les défis des dirigeants, par exemple, ne sont pas les mêmes des arts visuels, par exemple. Donc, ce n'est pas abnormal qu'il y a beaucoup de différentes organisations et je ne pense pas qu'ils sont très
qu'ils vont s'unifier dans une ensemble, tout ça. Mais on a vu pendant la crise Covid que c'était possible des ensembles temporaires, des plateformes de consultation. Donc c'est possible, mais c'est pas nécessairement un organisme qui parle pour tout le secteur artistique ou pour tout le secteur culturel en fait. Et les politiciens eux-mêmes, oui, ils trouvent que c'est très bon d'avoir un seul point de référence, surtout, oui, c'est plus facile en fait. Oui, je crois qu'il y a aussi une différence entre, un certain incident qui met les choses au clair et qui peut en fait rassembler les actions. Ce qui est tout à fait une autre chose, c'est de se rassembler et décider quel de toute cette longue liste de soucis sera celui qui est le prioritaire. Ça, on n'y arrive vraiment jamais, je crois. Même au niveau de l'association des employeurs, c'est vraiment un grand travail d'arriver à certains points et en effet de choisir et de dire que certains points sont moins importants. C'est surtout ça ce qui est tellement difficile à organiser, à trouver ce genre de consensus. Ouais. Et en plus, surtout la complexité du profession artistique, en fait, on travaille dans des différents statuts, on travaille d'un part le multiple job holding, d'un part on est artiste mais aussi professeur, aussi on travaille dans l'ORECA et tout ça. Donc c'est aussi un secteur qui est sur plusieurs aspects très différents du majorité d'autres travaux, d'autres boulots. Donc ça aussi c'est un facteur important dans la situation complexe de concertation et de consultation. Moi, je pense. Et l'autre question, daar wou jij op antwoorden? J'ai un trou de mémoire. Donc, moi, je me souviens que la demande pour une période de subside plus que 5 ans, c'était vraiment la demande du secteur. C'était les Stadstheater, donc le KVS, le NT Gent et Toneelhuis à Anvers, c'est eux qui ont mis 7 points sur l'agenda. Mais le ministre a introduit l'idée de, oui, on peut construire une plus grande période, mais this for that. Hein? Donc, le management agreement, il faut le dire. Donc, ça c'est une idée du gouvernement, oui. Oui, et bon, l'idée derrière la demande était en effet de pouvoir avoir une certaine sécurité, surtout aussi pour mettre en route des collaborations à plus long terme, entre autres des coproductions internationales dans le théâtre qui prennent un tel délai. Mais de l'autre côté, il y a aussi, là, c'est un bon exemple aussi pour la première question. En fait, il y a eu plein de discussions dans le secteur artistique sur cet été. Il y avait des pour et il y avait des contre. Mais finalement, ça a été inscrit dans la réforme du décret. Et il y a eu, je crois, 26 applications pour obtenir ce statut. Et je crois qu'au 23, et ils ont accordé à 16, je crois. Quelque chose comme sur un total de organisations subventionnées qui est de 225 pour 5 ou pour 10 ans ensemble, sur cet ensemble. Ça vous donne un peu les... Oui, mais ces 16 organisations font la plupart du subside, en fait. Hein, ouais.
Ouais. C'est ça. On va s'arrêter là. Encore merci.